Très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes 76, il est 14h05 et je vous propose de commencer tranquillement. Les autres nous rejoindront. Et puis, s'ils ont raté le début, écoutez, ils auront la chance d'avoir tout ce compte rendu. Je demanderai juste, du coup, alors, non pas aux intervenants, mais aux participants de bien couper leur micro pour qu'on puisse être à l'aise sur les discussions. Là, en l'occurrence, j'ai un coupable qui s'appelle Admin. Merci, parfait, c'est gentil. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Galazzo, donc moi je suis responsable de l'animation de la communauté chez Bleu Blanc Zèbre. On a commencé il y a quelque temps à animer des webinaires avec Louise de Saint-Exupéry, Louise qui est par là, de la Croix-Rouge. Louise, tu peux peut-être te présenter rapidement? Bonjour, Louise, enchantée. Je travaille sur les sujets d'innovation territoriale à la Croix-Rouge et notamment avec Laurent sur ses partenariats dans le cadre du collectif Territoire solidaire. Donc, Karine, qui est là, va se présenter, puis va nous expliquer un petit peu plus, enfin, va vous expliquer ce que c'est que le collectif Territoire Solidaire. Euh, En tous les cas, juste pour comprendre un petit peu, on est dans une démarche où on essaye de partager un maximum en fait de compétences, de faire vivre justement en fait, ce collectif avec ses webinaires, etc. Mais ce sera plus clair du coup quand Karine aura expliqué un petit peu plus le cadre du collectif. Yes, merci beaucoup, Karine, enchantée. Donc, je travaille avec Louise à la Croix-Rouge française, également sur tous les sujets d'innovation territoriale. Et donc, juste pour vous dire deux mots du coup sur le collectif Territoire Solidaire. Donc, c'est un collectif qui est né il y a environ 2 ans et qui rassemble 8 structures du coup de l'ESS. Donc, parmi lesquelles, bien sûr, Bleu Blanc Zèbre, Croix-Rouge française, mais aussi AG2R La Mondiale, l'Avise, les familles rurales, Croix-Rouge Insertion. Yes Weekend, qui est Kawa, je crois que je n'ai oublié personne. Et comme le disait Laurent, du coup, la volonté, c'est vraiment en fait de mettre en commun toutes les connaissances, les méthodologies, de pouvoir renforcer les liens entre différentes structures de l'ESS dans une logique vraiment de collaboration et du coup de nous permettre finalement de créer des synergies entre les différents dispositifs que chacune des organisations entreprenait. Et concrètement, ça a pris la forme de la publication d'un ouvrage collectif. Donc, c'est un ouvrage papier, mais qui est aussi disponible sous format digital. Donc, on va pouvoir vous mettre l'adresse dans le chat si vous ne le connaissez pas encore. Et cet ouvrage-là, en fait, va accompagner des porteurs de projets dans la conception et le lancement d'innovation territoriale. Et vous retrouvez à la fois du coup des exemples très concrets, des retours d'expérience, mais aussi des pratiques méthodologiques et des outils assez tangibles et concrets qui vont vous aider pas à pas du coup à monter, lancer et puis opérer du coup l'innovation territoriale pour faire face aux défis sociétaux de votre territoire. Et donc, on a sorti cet ouvrage-là il y a quelques mois, qui a rencontré un très bon accueil auprès du public. Et suite, du coup, au retour qu'on a eu, nous est venue l'envie de poursuivre la dynamique avec une série de webinaires pour approfondir certains des sujets qui sont abordés dans l'ouvrage. Donc, le premier des webinaires, il a eu lieu, du coup, il y a quelques mois maintenant sur le financement de l'innovation territoriale, puisque on a tous bien identifié que c'était un peu le nerf de la guerre, mais que c'était parfois complexe pour des porteurs de projets de s'y retrouver pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient avoir des financements pour supporter à la fois l'investissement, mais aussi l'opération du coup de son innovation territoriale. Et le deuxième auquel vous assistez aujourd'hui, qui est donc du coup sur la mesure d'impact, qui est tout aussi essentielle, et on va avoir largement l'occasion d'en parler. Et puis du coup, une série d'autres événements qui vont venir. Donc, on vous enverra, si vous êtes d'accord, du coup, les informations, puisque vous êtes inscrit du coup à travers votre adresse mail. Tout ça est rendu possible du coup par le soutien de notre sponsor, qui est la Fondation Total Énergie, et qui nous a soutenus du coup pour l'organisation et la publication du coup de l'ouvrage.
Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, c'est vraiment la mesure d'impact social, donc autour des innovations sociales sur les territoires. C'est une démarche qui est assez complexe, mais qui est vraiment essentielle. Et en fait, on s'est rendu compte en échangeant avec différents porteurs de projets que c'était assez difficile en fait, à mesurer de manière objective l'impact social que ces innovations pouvaient avoir. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que souvent, il y a pas mal d'impacts qui sont des impacts qualitatifs, qui sont difficilement quantifiables. Deuxièmement, c'est aussi parce que les impacts peuvent souvent se mesurer que sur le long terme et on va dire que les bénéfices et les externalités auxquels ils mènent sont souvent noyés dans d'autres facteurs ou d'autres actions qui vont elles-mêmes contribuer du coup à influer sur ces indicateurs de performance qu'on va se fixer. L'autre difficulté, c'est que souvent on a tendance à confondre les indicateurs de moyens et les indicateurs de résultats. Et donc tout ça rend en tout cas la mesure d'impact assez difficile. On a pu l'expérimenter avec la Croix-Rouge française puisque on a mené nous-mêmes du coup l'exercice de la mesure d'impact social sur une de nos innovations territoriales qui est les tiers-lieux. Et donc, comme certaines d'entre vous le savent peut-être, la Croix-Rouge française a initié une démarche de transformation de ces structures sociales et médico-sociales en s'inspirant de la philosophie des tiers-lieux. Et on a du coup mesuré l'impact de cette transformation des établissements sur l'ensemble des parties prenantes du coup du projet. Et donc, dans les choses qui nous intéressaient, c'était de savoir si les tiers-lieux favorisaient la participation des publics, est-ce que ça améliorait les conditions de vie du coup des résidents et des professionnels de santé, est-ce que ça pouvait améliorer aussi l'attractivité des établissements. Et on s'est fait accompagner du coup par un cabinet externe pour ce faire, pour vraiment objectiver du coup notre impact. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était assez difficile, d'autant plus lorsqu'on s'adresse à des publics qui sont en situation de vulnérabilité et qu'il est plus difficile du coup de mobiliser via on va dire des techniques traditionnelles. Et encore une fois, quand les effets sont plutôt visibles sur du très long terme. Donc, tout ça rend la démarche compliquée et pourtant, c'est une démarche qui est absolument nécessaire pour tous les porteurs de projets. Déjà, ça nous permet de bénéficier de feedback, on va dire, de retours d'expérience qui vont nous permettre d'ajuster notre action pour maximiser l'impact social. Donc, sans vraiment mesurer l'impact que ça, c'est difficile pour nous d'évaluer la pertinence de nos actions. Ça nous permet aussi de les prioriser au regard du coup des effets bénéfices et des bénéfices que cela peut apporter. Ça nous permet également d'identifier potentiellement des externalités négatives qu'on n'aurait pas pu deviner du coup, avant d'avoir un regard objectif sur la suite d'actions qui est menée dans le cadre de ce projet. Et puis, bien sûr, ça permet de rendre compte du coup, de nos actions auprès des différentes parties prenantes impliquées sur le projet, au premier lieu desquelles, du coup, les financeurs. Donc voilà, donc en fait, nous-mêmes, on avance en marchant, hein, donc on n'a pas forcément la prétention de savoir tout, surtout sur la mesure d'impact, mais voilà, on a eu la chance de pouvoir tester du coup sur nos projets. Et par ailleurs, comme du coup, un des participants du webinaire l'a introduit au début de cette session, la Croix-Rouge française a elle-même développé aussi sa méthodologie en collaboration avec SOS Consulting, du coup, qui est la branche conseil du groupe SOS. Et du coup, l'objectif de cette coalition, c'est de formaliser une méthodologie qui est assez robuste à partir des pratiques que chacun d'entre nous, donc SOS d'un côté, la Croix-Rouge de l'autre, avait pu initier. En fait, chacun des organismes qui opèrent dans le champ du social s'est essayé finalement à cet exercice qui est assez difficile. Et là, le but de notre partenariat avec le groupe SOS, en l'occurrence, c'est justement de capitaliser sur ces recherches, sur toute la concertation interne et de la mise en pratique finalement de ces méthodologies pour pouvoir proposer du coup à des tiers la méthodologie éprouvée par nos organisations et d'aider finalement les autres porteurs de projets à bénéficier de tout ce qu'on a pu apprendre sur le chemin. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une information objectivée de la performance sociale d'une organisation ou d'un projet, mais aussi du coup d'outiller les structures de l'ESS pour que chacune puisse bâtir sa propre démarche. Donc voilà, nous, on a vraiment, et je pense que c'est aussi l'objet du webinaire aujourd'hui, on essaie de démocratiser au maximum du coup la mesure d'impact, de la rendre la plus accessible possible pour toutes les raisons que j'ai pu citer auparavant. Et aujourd'hui, du coup, j'ai beaucoup parlé, mais c'est bon, je m'arrête. On a une table ronde pour approfondir justement les enjeux
et les défis qui sont posés par la mesure d'impact que j'ai brossé de manière très, très, très rapide et superficielle en amont. Mais voilà, on est très bien entouré aujourd'hui pour pouvoir aller un peu plus loin sur ces thématiques. Voilà, j'en ai déjà trop dit, donc je m'arrête là. Merci Karine. Au moins, ça fait une bonne entrée en matière. On est toujours dans cette logique un peu d'entonnoir. Très bien, merci. Voilà, ça, vous voyez le sommaire en même temps. Je redonne juste le cadre du webinaire. L'idée, c'est que maintenant, on va laisser en fait les intervenants se présenter rapidement. Voilà, on va avoir 3/4 d'heure, 1 heure, entre guillemets, d'échange interactif entre intervenants essentiellement, ce qui n'empêche pas que vous posiez les questions dans le chat et puis du coup, on va essayer de les prendre au fur et à mesure. Et puis derrière, on se laissera une demi-heure de façon plus interactive pour le coup entre tout le monde. Donc on reviendra sur les questions et on vous invitera peut-être justement à les partager de vive voix en enlevant votre micro parce que c'est plus sympa. Voilà. Et je laisse tout de suite du coup les intervenants que je remercie sincèrement au passage parce que là on a la chance d'avoir entre guillemets 2 experts avec qui on va avoir un petit peu de hauteur. Alors en l'occurrence je pense à Lavise et Kimso et puis deux acteurs là de terrain qui ont développé une expertise sur la mesure d'impact et donc on va avoir des allers-retours voilà terrain, hauteur, etc. Donc merci à toutes les quatre et je vous laisse tout de suite vous présenter rapidement et préciser votre structure peut-être voilà, en 2 phrases pour que chacun puisse situer ce que vous faites. Dans l'ordre d'apparition de ce diaporama, je propose à Jasmine du coup de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jasmine Casté, moi je suis consultante et formatrice en évaluation d'impact social au sein du cabinet Kimso, qui est un cabinet spécialisé sur ces sujets de mesure et d'évaluation d'impact social. Merci Jasmine. J'enchaîne Louise. si tu veux. Oui, bonjour à tous. Donc, Louise de Rochechouart, moi je suis responsable du pôle impact social au sein de l'AVID. Par impact social, on entend en fait évaluation d'impact social. L'AVID, rapidement, on est une agence d'ingénierie, association d'intérêt général qui vise à développer l'économie sociale et solidaire en France. Et sur l'évaluation d'impact social, si je cible là-dessus, en fait, on anime le centre de ressources nationales sur le sujet avec plein d'outils en accès libre. Voilà, vous pourrez vous balader sur notre site tout à l'heure. Et on anime aussi un réseau qui rassemble des praticiens autour de ce sujet-là pour favoriser les échanges de pratiques et puis monter en compétence sur le sujet. Merci Louise. Bonjour à tous, moi je suis Camille Bergeret, je suis responsable impact et valorisation chez Voisins Malins. Voisins Malins, donc on est une association, on intervient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et en fait on recrute des habitants de ces quartiers pour construire avec eux et avec nos partenaires des campagnes de porte-à-porte pour les informer sur les services, projets, sujets qui peuvent les concerner dans leur vie quotidienne, sur lesquels ils ne se mobilisent pas. Voilà, globalement, Très clair. en un mot. Bonjour à toutes et à Merci, tous. Pardon. Donc, j'enchaîne. Non, vas-y, Jade, je t'en prie. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Jade. Je travaille à la Cravate Solidaire. Donc, la Cravate Solidaire, c'est une association qui est un réseau d'associations présente dans 13 villes en France. Et donc, notre but, c'est de lutter contre les discriminations à l'entretien de recrutement. Donc, à travers la préparation de nos candidats et bénéficiaires à la préparation à l'entretien et au don de tenues professionnelles pour retravailler aussi sur la confiance en soi. Et merci Jade. Parfait. Donc, à nouveau, merci à toutes les quatre. L'idée, c'était qu'on puisse déjà partir sur la base, en fait, c'est sur une définition en fait, de la mesure d'impact social. Et du coup, là-dessus, on en avait un petit peu parlé. Et donc, Jasmine, si tu peux un peu nous présenter ça. Et puis, du coup, Louise, tu vois, tu peux compléter effectivement derrière. Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, effectivement, ce terme d'impact social, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est un terme qui est devenu presque galvaudé, hein. Et finalement, on a du mal à en savoir quel est le sens de ce terme-là. Il faut déjà retenir qu'en fait, il y a plusieurs définitions en fait, de l'impact social qui cohabitent aujourd'hui, contrairement, par exemple, à l'économie sociale. On a perdu Jasmine. Elle est solidaire, par exemple, ah, vous m'avez perdu. C'est bon, tu es revenu. Tu es revenu, c'est bon. Ouais, c'est
Donc, je disais qu'il y avait plusieurs définitions, par exemple de la Commission européenne, de l'OCDE. Une définition qui fait souvent référence, en tout cas dans l'écosystème en France. Nous, on la met souvent en avant et on sait aussi que c'est le cas de la ville, c'est celle du Conseil supérieur de l'ESS. Et en fait, c'est de dire que l'impact social, c'est l'ensemble des conséquences, des changements qu'une action va produire sur ses parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est à prendre au sens large. Donc, c'est aussi bien les bénéficiaires, donc les personnes qui sont accompagnées par l'action. Donc, par exemple, si je prends le cas de la cravate solidaire, les personnes qui sont en recherche d'un emploi, mais ça va être aussi les parties prenantes internes, donc par exemple les salariés, les bénévoles qui sont mobilisés sur le projet, et même l'ensemble des conséquences sur la société en général. Donc, c'est un périmètre assez large. Quand on agit aussi sur des enjeux plus environnementaux, c'est aussi là qu'on peut avoir ce scope plus large. Donc, voilà pour ces premiers éléments de définition. C'est en tout cas important, du coup, quand on échange sur cette notion d'impact social, par exemple avec des partenaires, avec des financeurs, de s'accorder pour vérifier déjà qu'on parle bien de la même chose, puisqu'encore une fois, plusieurs définitions cohabitent. Et puis ensuite, on voulait aussi vous présenter un outil qui fait souvent référence dans le sujet de la mesure d'impact social, puisque ça permet de bien présenter en fait quelles sont les différentes étapes qui vont permettre de générer de l'impact social à la fin, en partant bien du besoin social, donc du problème auquel on répond, et qui permettent aussi de ne pas faire la confusion justement qui a été présentée par Karine en introduction entre des indicateurs qui sont parfois plutôt de moyens et d'autres qui vont être de résultats. Mais peut-être que sur ça, je peux laisser Louise présenter cet outil-là. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Jasmine. Donc, en effet, c'est un outil qui a été créé par l'European Venture Philanthropy Association, avec l'accent en anglais. Mais l'idée, comme l'a dit Jasmine, c'était un peu de faire la différence entre concrètement ce qu'on entend, enfin, c'est quoi la différence entre impact, résultat, moyen comme en œuvre, parce que comme l'a dit Karine en introduction, il y a parfois et souvent une confusion, volontaire ou non, dans les rapports qu'on peut lire aussi ou dans les mots qui sont utilisés. Donc là, cette chaîne, en fait, ce qu'elle vous montre sur ce schéma, c'est que sur la partie rouge, en fait, à gauche, c'est vraiment ce qui est à la main de l'organisation, finalement, ce qu'elle va mettre en œuvre pour réaliser, pour avoir de l'impact, finalement. Donc, elle met en œuvre des activités pour lesquelles elle va mobiliser des ressources et des moyens. Et après, sur la partie droite, qui est en violet, du coup, c'est justement les résultats, enfin, ce qui va découler finalement des actions, des activités qu'elle va mettre en œuvre. Et là, l'idée, c'est de faire bien la différence aussi avec un effet de temporalité entre les réalisations qui vont découler vraiment en direct de l'activité. Donc là, par exemple, mon activité, je sais pas, je suis responsable du pôle d'impact social à la VIS, donc voilà. La réalisation, c'est par exemple, là, on organise l'activité, c'est on organise ce webinaire. La réalisation, c'est super, on a une visio avec des intervenants, etc. Donc ça, c'est top. On va avoir des résultats qui sont, finalement, on a du coup 111 participants qui vont assister au webinaire. Et après, on a l'impact finalement et à quoi ce webinaire aura contribué auprès de vous. Et donc là, ça va être par exemple à quel point on a pu contribuer à vous aider à mieux comprendre ce que c'était que l'évaluation d'impact social, mieux vous aider après à lancer vous-même une démarche d'évaluation, etc., etc. Donc c'est un peu la différence entre ces différents points. Voilà, puis sur la définition, on partage la même que Kimso, donc ça c'est chouette. Et nous, on insiste juste un petit peu sur le fait que sur l'évaluation de l'impact en tant que tel, pour sortir juste de l'impact social, c'est vraiment une démarche, du coup, c'est un processus un petit peu long, mais on y reviendra, je crois, avec les témoignages de Voisins Malins et de la cravate solidaire, pour justement comprendre, mesurer et valoriser du coup les effets de son action qu'on a mis en œuvre. Chouette, merci beaucoup. Justement, peut-être... Camille ou Jade, est-ce que vous pouvez un petit peu nous partager ça sur les mesures d'impact, témoigner un peu plus concrètement là sur ça, ce que vous vouliez mesurer, ce qui est ressorti, ce qui ça a donné derrière. Voilà, je vous laisse partager ça. Ok, ça marche. Jade, je peux commencer si ça te va. Carrément. Donc, nous, chez Voisins Malins, on a démarré notre démarche d'évaluation sociale, enfin d'impact social, il y a un moment, puisqu'elle a démarré 2 ans à peine après le dépôt des statuts en 2011.
Donc en fait, là, je vais vous parler un petit peu globalement de la démarche qu'on a menée depuis le début de l'association et pas d'une mesure d'impact spécifique qu'on aurait fait, puisqu'on en est en fait à notre 7e ou 8e, je crois, accompagnement par un prestataire externe sur ces sujets d'impact. Donc nous, la raison majeure qui nous a poussé à nous lancer dans l'évaluation d'impact, c'était qu'on voulait mieux comprendre, mieux identifier les dimensions de notre impact et les leviers de cet impact-là pour nous aider à choisir dans quelle direction pousser le projet. C'était une volonté forte d'observation de la part de la fondatrice dès le début du projet. Parce qu'en fait, quand on se lance dans un projet, on projette des ambitions d'impact, mais en réalité, au fur et à mesure que le projet avance, ces impacts, ils changent, ils s'éprouvent, ils se vérifient ou ils se vérifient pas à l'épreuve du temps. Et nous, on avait donc vraiment une volonté d'être au clair sur qu'est-ce qu'on produit, en fait, pour savoir là où on avait une plus-value et là où c'était intéressant de pousser le développement du projet. Donc, on s'est lancé au début dans une démarche qui s'appelle le Social Return on Investment, qui est donc un modèle d'évaluation d'impact qui nous avait été poussé par notre incubateur dans lequel on était à l'époque, et qui est une mesure en fait qui vise à décortiquer, un peu analyser la valeur créée pour chacune des parties prenantes par le projet et de lui donner un équivalent monétaire. Donc en fait, en apparence, c'est vraiment une démarche très mesure, puisque le résultat phare de cette évaluation d'impact, c'était que pour 1 euro investi dans le projet Voisin Malin, il y avait 1,52 € d'équivalent valeur sociale qui était créé. Donc, c'est apparemment vraiment un outil de mesure. Mais en fait, ce qui a été vraiment intéressant dans ce projet, c'est que ça nous a permis de poser des mots, de mieux formuler, de compléter les dimensions d'impact qu'on avait projetées au stade du business plan social. On a réfléchi ensemble avec nos parties prenantes à ce que le projet créé pour chacune de ces parties prenantes. Et du coup, ça nous a permis de mieux identifier certaines choses, comme par exemple le fait que le management qui était impliqué par le modèle salarial qu'on avait choisi pour nos voisins malins a été super important et a été un levier hyper important d'impact auprès des voisins malins qui sont une de nos parties prenantes. Donc, ça nous a poussé derrière à conserver ce management et à s'appuyer sur différents points qui étaient ressortis comme importants dans le cadre de cette étude. On a aussi eu des démarches d'évaluation d'impact qui ne comportaient pas du tout de dimension de mesure. On a par exemple fait une cartographie approfondie de notre impact avec le cabinet Exist, qui en fait nous a accompagnés à c'était 3 ans après le lancement du projet, à vraiment formuler et poser des mots sur, quand on regarde l'ensemble de nos actions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte à chacune de nos parties prenantes. Donc, on a travaillé dans le groupe de travail qui associait nos partenaires, des voisins malins, et sur la formulation de ces impacts-là. Et en fait, c'est quelque chose que je veux souligner, moi, par rapport à notre expérience, c'est que il y a toute une partie de la démarche d'évaluation d'impact qui n'est pas de la mesure et qui n'est pas nécessairement de l'indicateur, qui est vraiment aussi de discuter sur quelles sont les dimensions de notre impact, de poser des mots dessus. Et c'est l'occasion de vraiment remettre le sens au cœur du projet quand on se lance dans ces démarches-là. Donc ça, c'était des étapes, en fait, des démarches d'évaluation qui correspondaient à des étapes un peu test du projet dans les premières années de son lancement. Et puis après, avec le développement du projet Voisin Malin, on est rentré plus dans une phase de croissance et de volonté de se déployer sur d'autres territoires. Donc, on a eu d'autres besoins et on a mobilisé en fait les démarches d'évaluation d'impact par rapport aux besoins qu'on avait en tant que projet. Donc, par exemple, dans ce stade de croissance, on avait besoin d'objectiver un peu plus, de donner une caution externe solide à notre projet pour confirmer la pertinence qu'on avait à se développer à plus large échelle à l'époque, et puis aussi pour faciliter notre développement en se donnant une caution externe. On avait aussi, dans une perspective de croissance du projet, besoin de mieux identifier, préserver le cœur du projet, qu'est-ce qui était nos leviers d'impact essentiels, de réaffirmer nos fondamentaux pour ne pas les perdre dans cette phase de croissance. Et puis, on était aussi dans une phase de développement, donc on avait envie d'approfondir un petit peu la compréhension et la mesure de l'impact qu'on pouvait avoir auprès de chacune de nos parties prenantes.
Donc, on a lancé 3 démarches d'évaluation un peu concomitantes. On a aussi une étude randomisée. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler, mais donc c'est une étude où en fait on a, sur 4 campagnes de porte-à-porte, on a pris un groupe témoin et un groupe, on dit traité, donc un groupe qui a reçu la visite d'un voisin malin, et à l'issue du passage des voisins malins, 3 à 6 mois après, il y avait des enquêteurs qui passaient pour comparer le niveau de connaissance des services ou le nombre de démarches entreprises par les personnes entre le groupe qui n'avait pas reçu la visite d'un voisin malin et le groupe qui avait reçu la visite d'un voisin malin. Donc on a eu en fait des chercheurs, une équipe de chercheurs qui ont travaillé avec nous sur cette méthodologie-là. Et qui nous a permis d'obtenir des résultats comme quoi, par exemple, 2 fois plus de familles avaient pris rendez-vous chez le dentiste pour leur enfant au sein du groupe qui avait reçu la visite d'un voisin malin qu'au sein du groupe qui ne l'avait pas reçu. Donc, c'était un travail là, de mesure, vraiment, mais c'était aussi un travail de compréhension parce que l'équipe de recherche qui a travaillé à analyser les résultats, elle a aussi mis en avant des leviers d'impact du passage à l'acte dans le cadre de nos campagnes sur les modalités de transmission du message, le fait que les services vers lesquels on oriente soient accessibles immédiatement avec un bénéfice facilement appréhendable. Enfin, voilà, donc il y avait encore une fois cette dimension mesure et compréhension. On a eu aussi une étude sociologique menée par une sociologue sur l'impact du projet auprès des voisins malins, qui était encore une fois une étude de compréhension vraiment de ce qu'on apportait aux voisins malins pour aller un peu plus finement à travers des entretiens avec eux, comprendre ce que le projet leur apportait, les leviers d'impact, le levier de cet impact. Et puis on a complété, nous, par un volet mesure en créant, appuyé aussi par un cabinet, un questionnaire qu'on a administré ensuite à l'ensemble de nos voisins malins, qui nous a permis, par exemple, de révéler que 75% des voisins malins avaient davantage confiance en eux depuis qu'ils travaillaient chez voisins malins, ou que 57% participaient davantage à la vie de leur quartier. Encore une fois, un mariage mesure-compréhension qui est vraiment un fil rouge, en fait, dans les démarches d'évaluation d'impact qu'on a menées et qui est super important. Je ne vais pas vous partager tout ce qu'on a fait, mais voilà, il y a vraiment différentes facettes de l'évaluation d'impact. Il y a cette facette compréhension du projet, explicitation des impacts qu'on souhaite et qu'on a réellement. C'est vraiment une dimension importante aux côtés de la mesure chiffrée quanti, où il faut bien choisir ses indicateurs. Mais voilà, c'est un enseignement important pour nous d'avoir vu un peu les différentes facettes que pouvait prendre la mesure d'impact. Merci beaucoup, Camille. Je serai à un moment donné, je préfère prévenir à nouveau le méchant maître du temps. Mais là, en l'occurrence, c'est hyper important parce que ce que tu nous partages là, on peut tous se projeter et on voit bien en plus entre les motivations et puis la façon dont on exploite aussi du coup ce qui est dit auprès des parties prenantes, mais aussi pour améliorer l'action, pour guider la prise de décision, etc. Jade, la parole est évidemment à toi. Merci beaucoup. Donc nous, à la Cravate Solidaire, c'est vrai que ça a été une belle nouvelle expérience au sein de nos équipes. Cette mesure d'étude d'impact, donc ça a été l'opportunité pour nous parce qu'on a été financé dans le cadre du projet Tremplin Asso porté par la NCT. Et donc, dans ce cadre-là de ce projet donc, de mise en place, c'est l'idée de créer 4 nouvelles associations entre 2019 et 2021 sur de nouveaux territoires que nous ne touchons pas encore au sein de la Cravate Solidaire, donc qui étaient à Bordeaux, Metz, Nantes et Troyes. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu l'opportunité de pouvoir être accompagnés par Kimso et Jasmine, donc, qui est parmi nous aujourd'hui sur la mise en place de ces études d'impact sur nos nouveaux territoires. Donc voilà, ça a été vraiment pour nous une opportunité de structurer nos outils, de se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on veut mesurer derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour ce fonctionnement-là, quelles sont les étapes à suivre pour collecter les bonnes données au bon moment auprès de nos candidats, de nos bénévoles et de nos différentes parties prenantes. Et c'est ça aussi qui a été hyper intéressant, c'est d'avoir pu intégrer l'ensemble de nos parties prenantes du projet de la Cravate Solidaire dans cette démarche. Du coup, l'idée de cette étude d'impact, c'était de pouvoir, on avait déjà des hypothèses, on partait d'hypothèses de l'action, des effets de notre action cœur, qui sont les ateliers coup de pouce à la Cravate Solidaire, et de voir les effets que ça pouvait avoir et l'impact que ça pouvait avoir auprès de nos différentes parties prenantes. Donc là, on va se focus peut-être un peu plus sur la partie bénéficiaire, donc tous les bénéficiaires qui bénéficient de l'action de la Cravate Solidaire. Donc l'idée, c'était de pouvoir voir si effectivement il y avait une meilleure compréhension des codes de l'entretien, une évolution du discours auprès des bénéficiaires qui viennent à nous,
Sur la confiance en soi aussi, donc on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la partie impact qualitatif de notre action, on ne la mesurait pas bien, je pense, avant d'avoir pu être accompagné, puisque voilà, c'était quand même poser les bonnes questions, formuler nos questions pour qu'on ait des réponses fiables et que les personnes qui viennent à nous puissent répondre de manière honnête et transparente sur l'effet qualitatif que ça peut avoir sur eux. Et aussi, du coup, sur la partie retour à l'emploi, la formation, pour savoir effectivement, voilà, est-ce qu'une fois que nos candidats viennent chez nous, est-ce qu'il y a vraiment un réel impact dans la suite de leur parcours. Donc, on a suivi plusieurs étapes. Donc, c'était effectivement identifier les indicateurs à suivre et garantir leur fiabilité, du coup, qu'on collectait bien les bonnes infos au bon moment. Revoir les outils de collecte de données qu'on avait déjà. On avait déjà des questionnaires de satisfaction voilà, qu'on faisait remplir à l'ensemble de nos candidats après l'action. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir aussi se re-questionner là-dessus. Et donc, voilà, réaliser des entretiens donc avec les parties prenantes. Donc, ça a été le gros travail de Kimso sur nos différents territoires, qui se sont déplacés auprès des équipes locales pour pouvoir rencontrer les bénévoles, nos candidats, nos bénéficiaires, les partenaires financiers et les partenaires aussi prescripteurs pour pouvoir intégrer tout le monde dans cette démarche. Et ensuite, il y a eu la phase de recommandation et certification de nos données pour s'assurer qu'effectivement, on avait faisait le travail dans la bonne direction. Voilà, donc on a pu mesurer nos effets sur nos bénéficiaires. Donc, on parlait de la confiance en soi, l'accès à l'emploi, l'évolution du discours. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de concrètement avoir ces infos-là qui en ressortent. Donc, ça a été un vrai challenge, mais en même temps, ça nous a permis de vraiment restructurer nos outils. Donc, ça a été un travail d'harmonisation de nos questionnaires, se poser les bonnes questions. On a eu plusieurs personnes de salariés de notre association qui ont fait partie des groupes de travail qu'on a pu mettre en place pour voilà, s'assurer qu'on répondrait bien à un besoin, voilà, au chemin, la valeur qu'on voulait en tout cas donner au projet. Et c'était aussi une certaine rigueur dans la mise en place de tout ça, des différentes étapes, pour s'assurer que voilà, on suit bien les process que Kimso nous conseillait. Donc, ça a été vraiment un taf de re-questionnement beaucoup et de mise en place opérationnellement parlant auprès de différentes équipes pour qu'on parle tous aussi le même langage, puisque l'idée, c'était de pouvoir valoriser l'impact en local sur les territoires d'intervention, mais aussi au niveau national, puisqu'on est un réseau d'associations. Donc, l'idée, c'était de pouvoir parler le même langage, s'assurer que voilà, on valorisait correctement notre impact. Jade, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret de l'impact tu parlais de la confiance en soi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous partager? Sur les résultats qu'on a obtenus auprès de nos candidats, donc c'est vrai que la plupart retiennent les conseils et les techniques pour les entretiens d'embauche qu'on leur a transmis pendant l'atelier, que nos bénévoles transmettent lors de nos ateliers coup de pouce. Ils disent se sentir valorisés, soutenus. Voilà, ils affirment qu'ils connaissent en tout cas les techniques pour réussir un entretien de recrutement. Et donc ça, c'est grâce aux questions qu'on pose suite à chaud, après l'action de l'atelier coup de pouce. À chaud, on demande aux candidats voilà, quel est leur ressenti sur l'atelier et comment voilà, ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent effectivement reboostés. Et effectivement, on a la chance en tout cas de le voir pour la plupart de nos candidats en tout cas qui viennent chez nous, qu'on voit cet effet-là directement pendant l'atelier finalement. C'est pour ça qu'on se disait qu'aussi la manière de collecter l'information et le moment où on allait la poser était quand même essentiel pour avoir le meilleur résultat. Enfin, le meilleur résultat, en fait, la meilleure compréhension de la question au bon moment auprès de nos bénéficiaires. Donc, voilà, la confiance en soi, c'était vraiment quelque chose qu'on avait du mal à mesurer. C'est un peu, voilà, ça peut être subjectif et on ne savait pas trop comment formuler la question pour qu'elle soit bien comprise. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bien mesurer cette partie-là qualitative qui nous manquait cruellement, je pense, dans l'ensemble de nos associations. Merci Jade. Je vois les questions sur le côté. Il y a certaines auxquelles on va répondre parce que c'est prévu. Voilà, notamment sur le coût. Et puis, il y a effectivement d'autres là sur les outils, etc. Donc, si on a le temps d'en parler, c'est super. Et à défaut, on mettra ça dans le compte rendu. Donc, on essaiera de prendre en compte l'ensemble des questions. Je voulais enchaîner rapidement, puisque effectivement, je le redis, mais là, le temps file lui aussi. Et je voulais demander à Jasmine, voilà, est-ce qu'on fait tout le temps une mesure d'impact ou pas? Ou est-ce que c'est aléatoire? Voilà, dis-nous tout.
Alors, c'est vrai qu'en plus, ça peut être assez impressionnant, je pense, quand on écoute Camille et toutes les mesures d'impact qui ont été conduites, par exemple, par l'association Voisins Malins. Donc, il y a différents bénéfices en fait à le faire à différents stades du projet. Et je pense que le cas de Voisins Malins, ça montre bien ça, c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes méthodes qui ont été employées parce que les questions qui se posaient n'étaient pas les mêmes et ça dépendait en fait des différentes étapes de la maturation du projet. Après, il y a toujours une vertu à commencer très tôt, même dès qu'on crée un projet, à se poser ces questions-là, sans forcément toujours chercher à l'évaluer, mais en tout cas à se poser la question de qu'est-ce que c'est mon impact potentiel, qu'est-ce que c'est les hypothèses d'impact que je pense avoir sur mes parties prenantes. Et ensuite, eh bien, ça dépend. Si on a un enjeu déjà à faire, on va dire, une preuve de concept sur un premier projet avec potentiellement des petits échantillons de personnes accompagnées, on peut déjà le faire avec les méthodes qualitatives dont on a parlé, donc conduire des entretiens. Ça peut être intéressant au départ parce que l'avantage de l'entretien, c'est qu'on est sur une méthodologie très ouverte et donc ça va permettre justement d'avoir une compréhension très fine de ce qui se passe, de ce qu'on produit en termes d'impact. Donc ça, c'est intéressant. Alors que quand on est au départ, sur des petits échantillons, on n'a peut-être pas encore de la matière pour aller sur des données chiffrées, des statistiques, etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le projet se développe et qu'on accompagne de plus en plus de personnes, là, ça peut être intéressant justement d'aller vers des approches plus quantitatives, avec cette notion de mesure d'impact, donc d'obtenir des données chiffrées, parce que l'avantage des données chiffrées, là, c'est assez simple ce que je vais dire, mais c'est que ça permet d'avoir une compréhension super rapide, super claire d'une réalité. C'est ça la force des données chiffrées. Et aujourd'hui, en plus, c'est souvent quand même le type de données, le type d'éléments, d'arguments qui va parler aussi à des financeurs, donc dans une logique de développement, de changement d'échelle, de croissance, ou même plus tard dans des logiques de plaidoyer à plus grande échelle. C'est vrai que ça peut être intéressant à ce moment-là d'aller plus vers des données chiffrées, des mesures quantitatives. Donc, si je récapitule, mais je veux bien aussi que les autres interlocutrices aussi réagissent à ce que je dis, hein, parce qu'on peut avoir des opinions assez partagées. C'est intéressant de se poser ces questions-là dès le début. Pourquoi pas d'aller vers des méthodes exploratoires et qualitatives au départ. Et puis ensuite, quand on a déjà des actions qui sont mises en place et qu'on a cette nécessité de plus en plus d'avoir des données chiffrées, alors on peut se lancer effectivement vers des approches avec la construction d'indicateurs, etc. Voilà, moi, en tout cas, ce que je pourrais répondre sur ce sujet-là. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Jasmine. Et pour donner un exemple qui va dans le sens de ce que tu dis sur l'exploration et ensuite la mise en place d'indicateurs qui peuvent être plus chiffrés et être mobilisables aussi plus simplement. Je vous parlais tout à l'heure d'une cartographie de l'impact auprès, par exemple, des habitants qu'on a fait. Et en fait, à l'issue de cette cartographie, qui était un travail d'exploration, de poser des mots, de mieux comprendre, etc., on a mis en place une mesure d'impact en continu sur toutes nos campagnes de porte-à-porte où on pose 2 questions en fin d'entretien à chaque habitant. Est-ce que au cours de notre échange, vous avez appris une information nouvelle et est-ce que suite à notre échange, vous avez l'intention d'entreprendre une démarche? Voilà, on en sort des données chiffrées qu'on peut exploiter aussi pour rendre compte de notre impact. Voilà, d'une certaine manière, qui est tiré en fait de ce travail exploratoire qui a été fait au début et qui se traduit en indicateurs plus quantitatifs derrière. Oui, peut-être pour compléter, je suis d'accord avec ce qui s'est dit. Mais justement, c'est intéressant cet exercice d'évaluation. En fait, on se pose à la Vise, on le présente aussi vachement comme une démarche sur le long terme, parce que justement, une évaluation, elle peut s'enrichir au fil de l'eau, et c'est ce que tu viens de montrer, Camille, et ce que tu as expliqué, Jasmine. On peut commencer par faire un petit bout, parce qu'on ne peut pas toujours aussi tout évaluer d'un coup sur toutes ces parties prenantes, sur toutes ces activités. Donc, parfois, il faut choisir un peu un axe prioritaire ou une activité prioritaire qu'on va évaluer, commencer peut-être en fonction des moyens dont on dispose par quelque chose de plus modeste, parce qu'on n'a pas forcément, quand on lance son projet, de quoi financer un cabinet de conseil. Et donc, on peut aussi commencer un petit peu les premiers pas et donc commencer par bien cartographier ses impacts, comme tu disais Camille. Ça donne déjà des vrais éléments aussi de se poser sur qu'est-ce qu'on a voulu avoir comme impact et de structurer un peu un discours aussi, même vis-à-vis de potentiels partenaires. Et puis après, de l'enrichir avec des outils qui vont être un peu plus robustes, de la collecte de données qu'on va pouvoir vraiment peut-être automatiser. Et pour finir, ce qui est important nous aussi, et c'est super bien que ça donné Camille, c'est
l'idéal, c'est de pouvoir intégrer quelques justement collectes de données ou indicateurs dans les process un peu classiques de l'activité pour que justement, ça soit quelque chose qui puisse s'enrichir un petit peu continuellement et qu'on puisse renseigner au fil de l'eau sans avoir à déployer à chaque fois une armada de moyens ou de ressources en plus. Louise, justement, quand on a échangé en visio et aussi par mail, tu parlais justement je trouvais ça assez synthétique, des 3 phases que comporte toute démarche d'évaluation. Est-ce que Ouais. tu peux en parler rapidement? Comme ça permet aux gens qu'on reboucle à chaque fois sur ce qu'on s'est dit. Oui, très rapidement, nous, c'est ça qu'on définit que toute démarche d'évaluation, quelle que soit finalement la méthode que vous allez choisir après, il y a 3 grandes phases qu'on retrouve à chaque fois. La première alors qu'on a appelée la promesse, on s'est trouvé des mots un petit peu vendeurs, qui consiste en fait surtout un peu à se poser pour définir finalement ce qu'on va évaluer, l'objet de l'évaluation. Donc finalement, pourquoi on se lance dans une évaluation, quel est un peu le moteur premier. Il y a souvent plusieurs raisons, mais quelle est un peu la raison première pour laquelle on se lance. Se poser justement sur cette fameuse cartographie des impacts que Camille a partagée, en repartant un peu de c'est quoi ma mission sociale, c'est quoi ce que je veux faire, c'est quoi ce que je mets en place. Et concrètement, quand je mets en place, par exemple, du porte-à-porte auprès de voisins, qu'est-ce que ça génère comme impact précis auprès des voisins, auprès des habitants, etc. Une deuxième phase, du coup, là, on a vraiment du coup défini finalement c'est quoi la promesse d'impact de mon projet de façon assez fine. Et on peut tout à fait s'arrêter sur un premier niveau là-dessus, parce que ça peut permettre déjà d'apporter des éléments, en tout cas de discours pour structurer après des choses. On a la deuxième phase qui est, nous, ce qu'on appelle vraiment la phase de mesure. Donc voilà, maintenant que je sais ce que je vais évaluer, ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que je mets en place, comment est-ce que je construis des outils de collecte, comment est-ce que je vais définir des indicateurs, comment est-ce que je vais aller collecter mes données sur le terrain. Donc ça peut être du quanti, mais ça peut être des entretiens, comme ça a été dit aussi avant. Et puis, on a une troisième phase qui est aussi importante que les 2 premières, et parfois on en parle un petit peu moins, c'est vraiment l'utilisation des résultats, enfin des données qu'on a collectées. Donc, évidemment, il y a l'analyse des données, qui peut demander un petit peu de compétences techniques, mais après, il y a aussi comment est-ce qu'on les interprète un peu de façon collégiale avec des partenaires pour avoir une interprétation qui soit assez fine, et puis comment on les utilise aussi, pour pas que ça reste un rapport sur l'étagère, parce que ça, ce serait dommage. Donc, à la fois en externe pour communiquer, et en interne, comme l'a dit, je crois, Karine aussi, en introduction, pour améliorer son action, peut-être identifier des angles morts qu'on n'avait pas identifiés, peut-être se rendre compte que cette action-là, on pensait qu'elle était un petit peu, je sais pas, annexe et qu'en fait, elle apporte vachement de choses. Voilà. Et comment on la fait vivre après, comment est-ce qu'on intègre ça dans les pratiques. Super, merci beaucoup pour le compliment. Et à chaque fois que je vous entends parler, moi, je vois une espèce de 360 de qui on est et de ce qu'on fait, de qui on embarque en fait pour que ce soit vraiment de faire vivre. Enfin, ce que tu disais dans nos échanges en amont, c'est faire vivre cette démarche. C'est effectivement, il y a effectivement un aspect technique, mais il y a une idée aussi de pouvoir fédérer avec, grâce à ça, que ce soit vraiment collectif avec les parties prenantes, dont les habitants, dont etc. D'oublier personne dedans. Je voulais demander du coup à Camille et à Jade juste de peut-être nous repréciser en fait à quel stade du projet vous avez lancé. Alors vous l'avez dit, mais je veux bien qu'on revienne rapidement dessus. Et vous avez lancé la mesure d'impact. Et puis combien de temps ça prend en termes de mise en place? Jade, je te laisse commencer si tu veux. Oui, alors nous, ça a été mis en place donc en 2019, si je me rappelle bien. Jasmine, tu pourrais peut-être m'aider aussi à faire le point là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça date, il y a un petit moment quand même. Mais du coup, c'était dans le cadre effectivement du changement d'échelle de notre structure. Donc voilà, et le temps que ça a pris, je dirais que quand on a été lauréat de Tremplin Asso, très vite, il a fallu justement savoir avec quel cabinet aussi on voulait pouvoir faire cette mesure d'impact. Donc aussi un peu un travail de recherche, de qui peut faire quoi, qui peut nous accompagner, etc. Et donc ensuite, ça a été pour moi tout au long des 3 ans du projet finalement, puisque les associations qu'on a créées dans ce cadre-là, on ne les a pas créées toutes en 2019, mais ça a été du coup sur 3 ans. Et donc au fur et à mesure du temps, il y a eu Bordeaux en premier qui s'est créé, donc la mesure d'impact s'est commencé à se mettre en place comme ça. Et puis tout au long des 3 ans, finalement, il y avait des échéances, une frise un peu chronologique des différentes étapes. Et donc, des temps d'intervention de Kinso et des temps de travail que nous, on devait mettre en place pour justement mettre en place les outils et prendre les recommandations qu'il y avait au fur et à mesure du temps. Donc, moi, je dirais que c'était dans le cadre du projet, c'était 3 années de mise en place. Mais aujourd'hui, et du coup, juste pour rebondir ce que disait Louise juste avant, effectivement, vu qu'on a lancé cette démarche-là et qui nous a permis
de nous structurer mieux et de pouvoir mieux mesurer notre impact. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et on évolue encore aujourd'hui avec le développement de l'association, le développement de nos projets. Ça nous permet aussi de tout de suite se poser les bonnes questions pour continuer à pouvoir mettre en place ces outils, les faire évoluer et les améliorer aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on garde toujours en tête et pour lequel on passe du temps aujourd'hui aussi pour garder cette démarche-là en interne et entraîner aussi nos différentes équipes sur le fait que c'est quand même hyper important de pouvoir continuer à le faire dans les bonnes conditions. Voilà. Merci, Jasmine, Jeanne. je ne sais pas peut-être si tu veux compléter, ou c'est toi qui étais avec nous au quotidien sur le temps exact que tu pouvais, on a pu mettre, mais on n'est pas loin de Non, ça me paraît précis, j'ai rien à ajouter. Super. Camille, peut-être tu voulais compléter de ton côté? Oui, brièvement, mais nous, en fait, on a lancé des démarches d'évaluation d'impact à un peu aux 3 grandes étapes de développement du projet. Au lancement même du projet, comme je le disais tout à l'heure, à peine 2 ans après le dépôt des statuts, donc là, plus dans un objectif d'exploration, etc. Après, dans la phase de croissance et de déploiement plus large du projet sur d'autres territoires. Et là, on est plutôt dans une phase d'approfondissement de notre action sur les territoires où on est présent. Et on a aussi des études qui se lancent dans ce cadre-là. Par exemple, on a aussi été soutenu dans le cadre de tremplins Inso comme la cravate solidaire. Et nous, le soutien en évaluation d'impact nous a permis d'aller regarder l'impact qu'on a auprès de nos partenaires. Qui du coup sont une de nos cibles d'impact parce que nous, on a l'intention de remonter les réalités, les besoins, les freins des habitants à l'accès à certains services, à certains sujets et que nos partenaires le prennent en compte. Et ça, en fait, on pouvait plus difficilement le faire de manière spécifique au début du projet parce que c'est une cible qui est un peu plus compliquée à appréhender que les habitants qu'on rencontre en porte-à-porte. C'est un peu plus complexe. Du coup, voilà, on a eu une progressivité en fait un peu dans notre démarche au fur et à mesure des stades de développement du projet. Chacune de nos études accompagnées, elle a pris entre 2 et 4 ans selon la complexité. 4 ans, c'était vraiment l'étude très complexe, randomisée, etc. Après, on peut aussi avoir des accompagnements plus courts. Voilà, là, actuellement, on travaille sur un accompagnement sur un projet autour de l'empowerment des femmes, un accompagnement par un cabinet. Et il y a une phase de lancement de l'évaluation qui peut parfois être un peu longue en fonction, si on est sur un projet qui se lance, c'est aussi un projet qui se cherche, qui se détermine dans ses premiers mois de réalisation. Et du coup, il y a tout un temps de cadrage avec le cabinet aussi pour voir comment bien poser les hypothèses d'impact. Et, donc, c'est des travaux qui sont un peu longs, mais qui derrière infusent. Et comme le disait Jeanne, en fait, nous, c'est des pratiques qu'on intègre derrière dans le développement de nos nouveaux projets, qu'on internalise un petit peu. Voilà, moi, je suis responsable impact, donc aussi, je me nourris de tout ce qu'on a pu apprendre grâce à l'accompagnement des cabinets externes pour l'infuser dans le lancement de nos nouveaux projets et qu'on se pose nous-mêmes derrière ces questions. C'est une démarche apprenante, en fait, qui nourrit aussi beaucoup les équipes dans leur manière de faire leur travail à l'issue de ces accompagnements. Merci beaucoup. J'ai une question hyper pragmatique. Elle a été posée dans le chat, donc c'est très bien. En fait, ça coûte combien? Parce qu'à un moment donné, là, on a parlé effectivement à quoi ça sert, quelles sont les étapes, comment on la fait vivre, etc. Et donc, il y a une question. Et combien de temps ça peut prendre pour la mettre en place et en fait, combien ça coûte? Et là, c'est une question croisée. On n'est pas obligé de donner des trucs tout à fait précis, mais au moins des ordres de grandeur que chacun et chacune puisse se rendre compte de ce qui est accessible et à quel niveau. Et puis après, de toute manière, on parlera de voir comment est-ce qu'on peut aussi, qu'est-ce qui nous permet de la financer éventuellement, si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Donc là, c'est le Je peux random commencer par le total. moment, comme moi je ne suis pas Oui, cabinet ni parfait. projet, si tu veux, je fais les ordres de grandeur et je vous laisserai compléter ou Ouais. infirmer ce que je raconte, mais nous, c'est le recul plutôt un peu général qu'on a. Le temps que ça prend, je pense qu'il y a eu un peu des exemples, mais c'est vrai que même sur je pense, entre 1 et 2 ans, c'est pour un projet pas trop complexe, je pense que c'est déjà pas mal sur le temps que ça prend. Sur combien ça coûte, donc déjà, c'est très variable, ça dépend comment on s'organise, parce que c'est vrai qu'il y a donc des cabinets experts en évaluation d'impact qui peuvent accompagner des projets. Et donc, là, après, voilà, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'un premier niveau d'accompagnement sur une démarche, c'est à partir de 20 000 euros, 15 000 euros.
Après, ça dépend aussi quelle mission on donne au cabinet. Il y a des choses qu'on peut aussi internaliser, qui peuvent permettre de faire aussi baisser ces coûts-là. Par exemple, je vais donner l'exemple après, mais en fait, on voit pas mal de projets qui combinent accompagnement par un cabinet externe et internalisation de certaines activités en interne. Et donc, par exemple, de l'administration de questionnaires ou d'entretien. Alors, il faut prendre des précautions, hein, évidemment, mais c'est des choses sur lesquelles on peut, par exemple, mobiliser des équipes. Donc, ça ne fait pas sortir d'argent, mais ça demande en revanche des ressources parce qu'on mobilise du temps de ces équipes qui ne peuvent pas faire autre chose. Donc, c'est pour ça dépend un peu comment on s'organise. Mais voilà, moi, c'est un peu les ordres de grandeur que j'ai. Et petit point en plus, où je pense, pour le coup, ça, Jasmine ne me contredira pas, c'est que même si on fait appel à un cabinet externe qui nous accompagne, il faut quand même prévoir du temps en interne pour travailler avec lui et du temps des équipes aussi dessus. Ce n'est pas des clés en main où il va faire tout seul. Il aura besoin, évidemment, de toutes les informations du projet, en fait. Donc, ça, il aura besoin de vous. Je laisse mes camarades compléter. Moi, les ordres de grandeur donnés par Louise correspondent à ce qu'on a en tête. Nous, alors, c'est très variable hein, selon la démarche mise en place, l'ampleur de la démarche, mais nous, voilà, on a été sur des accompagnements qui ont pu coûter entre 20 et 80 000 euros, mais sur des démarches très poussées, très, très poussées, qui ont duré 4 ans là, avec un chercheur, etc. Et après, on a pu être accompagné plus ponctuellement dans le format que disait Louise, sur des coûts moindres, sur un accompagnement plus léger par un cabinet pour apporter un regard sur une démarche qu'on était en train de mener et voilà, nous challenger un petit peu dans un contexte où il y a pas mal de choses qui étaient internalisées, donc sur la constitution des questionnaires, l'analyse, etc. Il y a un panachage qui est possible en fait à partir du moment où on a commencé à travailler en interne sur ces sujets, on peut être accompagné de manière plus légère aussi. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en fait. Ok. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Non, on a fait le tour. Non, oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est ça qui est frustrant dans la réponse, c'est que c'est extrêmement variable en fonction du degré d'externalisation auprès du cabinet auquel on va externaliser. Et ça dépend aussi du périmètre et de la profondeur, de la technicité de l'évaluation. Donc, ce que disait Camille, évidemment, une étude sur 4 ans, plus complexe, avec une logique de comparaison, c'est quelque chose d'assez technique. Donc, forcément, ça va mobiliser plus de ressources. Là où il y a des approches quand même beaucoup plus simples, quand on reste sur des approches qualitatives, quantitatives avec indicateurs, on est quand même sur aussi des ordres de grandeur beaucoup moins importants en termes de budget. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent au format intermédiaire où on se fait accompagner pour structurer ses outils et sa démarche, mais on fait soi-même en interne dans la structure. Mais c'est un bon compromis entre le fait de être rassuré parce qu'on est accompagné par une expertise externe et en même temps avoir une enveloppe budgétaire plus réduite à y allouer. Nous, on arrive à aller sur des accompagnements comme ça, sur de la structuration d'outils, à être quand même sur des budgets qui varient entre 5 000 et 20 000 euros TTC. Donc, c'est quand même plus raisonnable aussi. Après, ça suppose du coup d'avoir effectivement des ressources humaines qui sont plus dédiées en interne. Donc, en fait, il y a quand même des coûts derrière, mais qui sont internalisés. Voilà, pour faire la synthèse. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une question, une main levée. C'est peut-être justement le moment où on va pouvoir davantage interagir avec vous. Alors, Marlin. Oui, c'est moi, bonjour. Donc, c'est moi qui ai posé la question dans le chat. Donc, j'ai un projet de création d'une aire de restauration dédiée aux produits locaux. Donc, c'est dans la mouvance locavore. Et donc, par rapport à ça, au niveau des agriculteurs, au niveau des fournisseurs, ça va. Alors, sans faire une mesure d'impact social sur le papier ou autre, on a pu échanger, du moins, j'ai pu échanger avec eux et voilà, ça, sur l'impact social, on sait ce que ça va apporter. Par contre, au niveau des restaurateurs, justement, que je souhaiterais approcher pour leur faire comprendre que je voudrais juste que vous changiez un petit peu votre façon de travailler, que vous intégriez plus de produits locaux et et à travers ça, je voudrais valoriser justement auprès d'eux la mesure d'impact social. Ça, comment je pourrais le faire, s'il vous plaît? Alors moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous vous posez la question de savoir comment faire d'évaluer l'impact sur les restaurateurs de votre action, c'est ça? Non, comment valoriser le projet auprès des restaurateurs?
justement, peut-être en valorisant les résultats d'une évaluation Comment d'impact. valoriser, voilà, comment valoriser la mesure d'impact. Quitte à en faire, voilà, quitte à écrire, hein, puisque j'ai deux, trois chiffres vus déjà avec les agriculteurs et avec la DAF, sur ce que ça peut emmener, excusez-moi. Mais un restaurateur, puisque à la base, je suis restaurateur, donc je sais de quoi je parle, j'ai ma façon de travailler. Et si elle est efficace, si on la connaît pour ça, je vais pas la changer du jour au lendemain. Et du Oui, ouais, coup, ben, ouais. ouais. Ouais, Marlin, je me permets de vous couper. En gros, il y a un élément de réponse qui est clé en fait dans ce qui a été dit et j'ai quelques experts qui pourront infirmer si jamais je dis des bêtises. Mais il y a l'idée vraiment que ces démarches de mesure d'impact en fait elles soient faites avec les premiers concernés, avec toutes les parties prenantes. Voilà. Et en fait, il y a vraiment l'idée que en fait, sans faire ça, on va passer à côté des résultats. Et si les gens s'approprient pas en fait cette mesure d'impact, c'est-à-dire qu'on ça sert pas à faire, en gros, à faire bloc sur le combat qu'on mène, parce que l'idée, c'est quand même de les emporter là-dessus avec nous. En fait, en gros, on passe à côté, quoi. Donc, il y a effectivement cet aspect-là, déjà, qui doit être fédérateur, ne serait-ce que dans la démarche. Et en fait, ça doit suivre son cours derrière si on a respecté cette étape-là euh, pour la valoriser, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir rapidement, et puis peut-être on laissera la place En tout cas, merci Marlin pour la question. Je ne sais pas si... Moi, Ouais, si tu veux rapidement, c'est vrai que, il y a plusieurs choses. Il faut déjà que vous arriviez peut-être dans les éléments que vous avez à trouver quels arguments, quels éléments de votre mesure d'impact les restaurateurs que vous les ciblez vont être sensibles. Enfin, il faut quand même un peu identifier ce qui va leur parler et c'est peut-être pas forcément tout. Après, clairement, si ça ne l'intéresse pas du tout, etc., et qu'ils ne sont pas réceptifs, ce n'est pas quelques chiffres, même s'ils sont bien écrits, qui vont forcément les embarquer avec vous. L'idéal, ce serait que vous arriviez à trouver justement peut-être soit d'autres restaurateurs qui sont un peu intéressés, fait avoir des premiers alliés, genre un ou deux, avec qui vous pouvez un peu commencer à construire ça et commencer à construire cet argumentaire-là pour que ça soit adapté et qu'après, vous puissiez en avoir d'autres, quoi. Mais nous, on dit souvent qu'il faut fonctionner un peu par cercle concentrique. Il faut trouver un petit peu des premiers alliés un peu forts du projet qui vont vous aider et vous soutenir un petit peu là-dessus et puis que eux aussi vous aident après à aller chercher les autres qui sont un petit peu autour, comme ça, pour faire un peu boule de neige. D'accord. Et par rapport à ça, alors, bon, je ne sais pas comment ça va passer, mais de mon point de vue, du moins de ce sur quoi je suis parti, et ce qui est bon, c'est que les agriculteurs ont suivi, c'est que vraiment le principe de casser les prix. Mais voilà, après, c'est chaque restaurateur en fonction des produits qu'ils achètent d'acier, et ça, ils verront directement avec les agriculteurs, les commandes, les volumes et tout. Mais c'est le seul argument aujourd'hui que j'ai. C'est vraiment le principe de casser les prix. Et ça, il a fallu l'accord avec la DAF, puisque c'est eux qui fixent les prix du marché. Et voilà, ça, à ce niveau-là, c'est bon. Mais en dehors des prix, aujourd'hui, je n'ai aucun argument. Ok, merci Marlin. Je suis désolé, hein, je coupe un peu court. Il y avait des questions, d'autres questions dans le chat, dont une sur, je l'ai perdu entre-temps. Euh, il y avait une question en fait qui était plutôt adressée, je pense, à la cravate sur comment est-ce qu'on évaluait la confiance en soi et et l'impact dessus. Oui, j'ai répondu directement sur le chat, je crois, mais effectivement, c'était savoir à quel moment on le faisait. Donc, on disait effectivement à chaud après notre action qui est l'atelier coup de pouce. Et ensuite, nous, on a un processus de suivi de nos candidats. Donc, on rappelle toutes les personnes qui viennent en atelier coup de pouce 3 mois après leur passage pour justement voir si ils ont réussi à faire, voilà, avoir leur entretien de recrutement, leur projet professionnel qui s'est bien déroulé ou pas et justement refaire un peu le point sur la confiance en soi, reposer un peu les questions du coup à froid, puisque ça fait 3 mois que c'est passé, mais voilà, pour pouvoir un peu avoir la prise de recul aussi de l'action sur leur ressenti 3 mois après. Est-ce que effectivement ils sont toujours aussi motivés, reboostés, et si c'est pas le cas, ils peuvent carrément revenir chez nous pour qu'on retravaille certaines choses. Voilà. Oxane de Résonance, si vous êtes toujours avec nous, il y avait une question sur les outils pour évaluer les discours. Ça peut être intéressant peut-être de préciser un petit peu ce que vous avez en tête. Si vous êtes toujours là. Oui, je suis Oui. là. Vous m'entendez? Super. Cool. Ouais, très bien. Et c'était l'idée. Je sais plus, c'était au début de. Je sais plus qui parlait, je suis navrée. Il y a eu beaucoup d'échanges, je n'ai pas retenu les noms.
Vous parliez d'outils pour évaluer les discours et, j'étais un peu curieuse de savoir quels sont les outils qui évaluent les discours et l'évaluation et l'évolution du discours entre euh, le commencement de l'action et la fin de l'action. Voilà. Merci. Merci, Oxane. Il y a des outils, enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est pas moi qui parlais parce que je pense que c'était un exemple, mais il y a en tout cas, il y a des outils qu'on peut mobiliser qui sont par exemple de regarder, alors je ne sais pas quel discours on parle, mais si on pose des questions avant une action et après une action, de voir justement l'évolution du vocabulaire qui est utilisé, l'occurrence des mots utilisés aussi. Et ça, je sais qu'il y avait, j'ai plus le projet en tête, mais sur des actions notamment par exemple, de sensibilisation, je sais pas, sur l'environnement, sur le droit des femmes, etc. Comment est-ce que les choses étaient perçues aussi avant ou après l'action? Donc, soit en posant un peu des questions et en demandant aux gens finalement qu'est-ce qui est le plus proche d'eux, soit quand ils écrivent eux-mêmes, en fait, voir quels sont les mots qui sont utilisés. Et donc, on peut voir, par exemple, après une action, par exemple, sur la sensibilisation de l'environnement, j'en sais rien, si des mots peut-être plus précis sont utilisés après qu'avant. Voilà, ça peut être des premières idées. Je laisse compléter. Ok, je vous remercie, merci beaucoup. Mais du coup, est-ce que si je comprends bien, ce serait poser un même questionnaire ou des questions identiques en début et en fin d'action et évaluer un petit peu l'évolution du discours et la précision par rapport à la thématique et peut-être comment ça se spécialise ou c'est ça? Oui, enfin moi, c'est l'exemple là que je vous donnais. Après, il y a sûrement d'autres façons de faire, mais c'est une des façons de faire, oui, en effet, pouvoir poser une question avant, après, et de voir les évolutions de discours, les évolutions du langage qui sont utilisées, ou les évolutions même de pensée aussi, de comment est-ce qu'on prend une problématique. C'est un exemple, c'est pas l'outil maître, mais c'est une possibilité en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Oxane. Et Audrey, de Permis de construire, je te laisse poser la question dans le chat en direct, si tu veux. Oui, bonjour. Moi, je me demandais, alors c'était Jade Ménoé, il me semble, de la Cravate, qui parlait d'une évaluation à plus 3 mois. Je me demandais quelle était la part de personnes de qui vous arrivez à recevoir des retours à plus 3 mois, parce que c'est pas toujours facile de récupérer ces retours-là. Oui, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre dans notre association, c'est de pouvoir avoir un maximum de répondants aux 3 mois, suite au passage de leur en atelier coup de pouce. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir être aux alentours de 70% de réponses. Et on n'y arrive pas forcément beaucoup, mais on met en place des nouveaux... on essaye de changer notre manière de fonctionner en passant par des envois de SMS, des appels de relance, des mails automatiques qui s'envoient, pour essayer d'avoir un maximum de répondants. Mais effectivement, c'est encore très compliqué parce que les gens changent de numéro ou n'ont pas forcément envie de répondre. Voilà. Mais on essaye en tout cas, chacune de nos équipes essaye de faire au maximum pour avoir un maximum de réponses. Mais effectivement, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément de levier d'action supplémentaire pour faire en sorte qu'ils nous répondent. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir au moins essayer d'appeler un maximum de personnes pour avoir un maximum de répondants derrière. D'accord, merci beaucoup. Et oui, du coup, vous avez fixé un pourcentage seuil, par exemple, à partir duquel il est pertinent de retenir les résultats ou pas? Notre taux de réponse, c'est 70%. Et après, vu qu'on n'a pas le même nombre de candidats accompagnés par association sur nos territoires, en fonction des stades de développement, il y a des associations, on dit que moins de 300 personnes, il faut appeler tout le monde et essayer d'avoir un maximum de réponses. Et pour plus de 300 personnes, on a un outil de pilotage du suivi que nous avait concocté effectivement Kimso pour justement piloter notre suivi et s'assurer que notre échantillon est représentatif de l'ensemble des candidats qu'on accompagne. Merci beaucoup. Pour compléter juste sur ce dernier point, c'est vrai qu'après, plus on est sur des grands nombres de personnes qu'on accompagne, et moins on va avoir besoin d'aller interroger l'exhaustivité. Donc, c'est l'avantage quand on est vraiment sur des très grandes tailles de population. Après, si on accompagne peu de personnes ou même une centaine de personnes, l'idée, c'est d'en avoir le maximum possible. Donc, effectivement, il faut tout donner et ça prend du temps. Voilà. Mais la Cravate est assez exemplaire en la matière. Un petit compliment au passage. Merci. Mathilde de Codico. Oui, bonjour, merci. C'est un petit peu dans la suite de la question d'Audrey.
Donc moi, je travaille chez Codico, on connaît bien la cravate, on accompagne des personnes réfugiées vers l'insertion professionnelle. Et du coup, c'est pas vraiment une question, mais une remarque par rapport à ce qu'on disait sur la représentativité, le nombre de personnes. Alors nous, on se pose souvent la question de se dire, les personnes qu'on arrive à recontacter souvent, c'est effectivement les personnes qui sont les plus insérées, qui ont apprécié le programme et donc avec qui on garde le contact. Donc, est-ce que c'est vraiment représentatif? Après, on n'a pas de solution à ça. Les gens qui ne nous répondent pas ou qui ont changé 15 fois de numéro de téléphone ou qui ont déménagé, on ne peut pas les retrouver. Mais du coup, on calcule toujours des pourcentages par rapport au nombre de répondants et pas par rapport au nombre de participants à notre programme. Et on indique le pourcentage de répondants. Et ma question, c'est une question que nous, on se pose en interne. Notre programme dure 6 mois, donc on fait une mesure à T0, une mesure à T6, et on rappelle nos participants à T12, donc 6 mois après la fin du programme. Et à un moment donné, on se posait la question de est-ce qu'on continue à les suivre après? Et en fait, à partir de quel moment on considère que c'est plus de l'impact parce qu'ils ont vécu tout un tas d'autres choses qui n'ont plus grand-chose. Enfin, c'est hyper difficile déjà 6 mois après la fin du programme, c'est difficile de mesurer qu'est-ce qui découle réellement de notre action ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des clés de réponse par rapport à ce type de questions. Moi, je peux apporter des premiers éléments de réponse et puis je laisserai les autres compléter aussi en fonction de leur retour d'expérience. Effectivement, ce n'est pas une question, par rapport aux premiers éléments que vous avez dit sur la façon dont vous communiquez sur les statistiques, etc., ça me paraît tout à fait correct et honnête. Après, le biais de ceux qui répondent, c'est ceux qui étaient les plus investis. C'est vrai qu'on le retrouve de façon assez fréquente. Donc après, si vous suivez justement des données de profil qui vous permettent de savoir si c'est oui ou non ces personnes-là, ça peut être intéressant. Nous, pour donner des exemples, mais sur certaines études, par exemple, auprès de personnes âgées qui ont été accompagnées, c'est vrai qu'on ne va pas, si jamais un lien est envoyé par email, déjà ça m'étonnerait, on va systématiquement faire des appels derrière pour s'assurer que déjà on n'a pas cette barrière numérique pour les potentiels répondants. Donc, si on sait qu'il y a des barrières qu'on peut lever pour faciliter, c'est bien. Après, on ne peut pas faire beaucoup plus que des appels. Et puis, sur la question de jusqu'où il faut aller dans la mesure de l'impact à long terme, tout dépend, ça dépend de plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir des données sur ce qu'ils deviennent à long terme ou pas? Est-ce qu'on vous questionne là-dessus? Est-ce que les partenaires vous questionnent là-dessus? Est-ce que ça va vous servir ou pas en interne d'avoir cette information-là? C'est vraiment la première question à se poser avant de collecter toute donnée. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette donnée-là? Est-ce qu'elle m'est vraiment utile avant de se lancer? Donc, vraiment, j'invite à ça dans un premier temps. Quel est le sens de cette collecte-là? Et puis, effectivement, après, il y a le point de vigilance que vous mentionnez. Plus on va être à long terme, plus ça va être difficile d'avoir des répondants et plus ils ont effectivement leur vécu et d'autres causes qui vont pouvoir influer sur ce qu'ils deviennent. Et donc, c'est plus compliqué de déduire l'impact de son action en tant que structure sur ce qu'ils deviennent. Donc, ça dépend un peu de ce sur quoi vous les accompagnez, de quel est votre objectif et votre mission sociale. Si dans votre mission sociale, il y a vraiment une volonté d'avoir un impact à long terme sur leur parcours et sur leur trajectoire, ça peut valoir le coup de mettre en œuvre les moyens de savoir ce qu'ils deviennent à long terme. Mais si ce n'est pas forcément le cas, alors ce n'est pas forcément nécessaire. Et comme on a encore une fois cette difficulté parfois à mesurer l'impact à très long terme, alors soit il faut aller, comme l'a fait Voisin Malin, sur des approches qui sont dans le temps long, qui sont presque parfois de la recherche en fait. Mais encore une fois, il faut bien être au clair sur pourquoi on se lance dans cette démarche-là. Et après, c'est déjà bien de se rassurer sur les outils et les process qu'on a mis en place. En tant que structure, vous n'êtes pas non plus dédié à l'évaluation d'impact social à temps plein. Et si ça répond à toutes vos questions, et si déjà, ça peut être de se dire, en fait, on mesure à T plus 6, à T12, donc 6 mois après l'action, ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'on mesure que 12 mois après l'action, ils ont bien les clés à ce moment-là qui vont faire qu'à l'avenir, on sait à peu près que ça va plutôt bien se passer pour eux? C'est un raisonnement, mais qui peut déjà aider et être plus pragmatique que d'interroger à très long terme. Après, s'il y a un enjeu à interroger à très long terme, alors il faut le faire.
Non, mais je suis plutôt d'accord avec votre approche. Enfin, nous, on est sur de l'autonomisation. Donc, en fait, à un moment, le but, c'est que les personnes soient autonomes pour gérer elles-mêmes leur insertion et mettre en place des actions. Donc, voilà, nous, on leur a donné ces outils-là. Et Ouais. après, ce qui se passe, c'est plus vraiment de notre ressort, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à toutes les deux. Avant de laisser la parole à Monica, et ce sera peut-être la dernière question, il y avait une question dans le chat de Thérèse Mafriche-Urbaine. Alors, je pourrais la lire, mais je préférerais que vous la présentiez, la partagiez en direct. Ce serait peut-être plus simple. Oui, pardon, je suis avec des collègues au bureau. Donc, je remercie mes collègues d'être compatissants. On les remercie aussi. Voilà, moi, je suis plutôt chercheur en sciences environnementales. J'ai basculé dans le domaine du social, l'environnemental. Et en fait, en sciences environnementales, on est très axé sur l'approche systémique, ce qui nous permet d'identifier des facteurs de changement et sur les facteurs de changement, d'identifier des indicateurs de changement. Bref. Et en fait, cette année, je découvre tout le pan de la vie et des changements sociaux, enfin, la manière de l'évaluer. Et je trouve qu'on est sur une approche très managériale, avec toujours ce même outil qui ressort, l'analyse en théorie du changement, avec l'outil de théorie du changement. Et pour moi, je trouve que l'identification des indicateurs sur cette base-là, elle met souvent la focale sur l'action de l'activité et enfin, j'ai le sentiment que ça déforme l'évaluation. Voilà, donc est-ce qu'il y a des éléments qui sont mis en place justement pour éviter de déformer l'évaluation? Le retour d'expérience sur des projets menés, c'est que souvent, comment dire, ceux qu'on a interrogés nous disaient, bah oui, finalement, on a l'impression que tout se passe bien, mais les évaluations ne mettent pas en évidence les freins ou les difficultés ou ce que ça a apporté en problème, en fait. Voilà. J'espère que c'était assez clair, pardon, je suis très rapide. Merci. Merci Thérèse. Louise, je te Oui, sens au alors je sais pas taquet. si ça, ouais, non, je sais pas si ça répond à la question, j'espère un peu, mais en fait, il y a plusieurs approches un peu dans les démarches d'évaluation, et c'est vrai que souvent, les démarches d'évaluation qui sont portées par des entreprises de l'ESS, et je ne sais pas du tout un jugement, hein, c'est très bien, c'est en effet comment est-ce qu'on voit les impacts de l'action qu'on mène sur nos parties prenantes, parce qu'on a aussi déjà besoin de comprendre ce qui se passe, et donc je pense que c'est ça que vous appelez du coup un peu le côté managérial, c'est en fait mon action, qu'est-ce qu'elle génère comme impact sur les parties prenantes, et on s'arrête là, entre guillemets, ça ne va pas beaucoup plus loin. Après, pour ce qui est justement de pouvoir identifier peut-être d'autres freins ou d'autres choses qui sont peut-être moins cadrées, parce qu'en fait, c'est que c'est des démarches qui, pour l'instant, on cadre pas mal en entonnoir, comme tu disais, Laurent, tout à l'heure. Il y a tout un pan d'approches qui sont plutôt des approches exploratoires, qui prennent en revanche beaucoup plus de temps, mais qui sont justement l'idée de faire des entretiens complètement ouverts, pas forcément très guidés, avec des bénéficiaires ou des parties prenantes pour avoir une vision beaucoup plus globale de leur quotidien, de ce que fait l'action, voilà, beaucoup plus. Alors, je ne suis pas experte de cette approche-là, mais je pourrais retrouver un document qui en parle un petit peu. Mais il y a des approches beaucoup plus exploratoires qui peuvent aussi être faites en partenariat avec des laboratoires de recherche ou des doctorants ou choses comme ça, qui peuvent justement mobiliser aussi des outils un peu de sciences sociales qui permettent d'ouvrir un petit peu plus la focale, en tout cas. Merci, oui, ça répond bien. Je suis demandeuse de ces documents Oui, j'ai trouvé un truc qui en parle un petit peu et puis je cherche. Super, merci à toutes les deux. Et donc peut-être la dernière question, comme je le disais, puisqu'il est 15h17, nous sommes dans un timing quand même relativement parfait. Monica, on vous laisse intervenir. Oui, merci Laurent. Bonjour tout le monde et un grand merci pour les interventions très intéressantes. Donc, Monica Moussavi de cabinet de conseil EVA, nous réalisons des évaluations environnementales et sociales par la méthode ACV. Donc, j'ai une question pour Jasmine. Est-ce que dans vos évaluations, à part la méthode SROI, qui permet de traduire les impacts sociaux en valeur monétaire, vous avez mobilisé d'autres types de méthodes quantitatives, disons. Et deuxième question, pour les études plus de type qualitatif, est-ce que votre approche était plus une approche socio-anthropologique ou vous avez mobilisé d'autres méthodes plus normalisées? Merci. On est dans du technique là.
Peut-être pour rester quand même dans quelque chose de simple, je pense que nous, les méthodes qu'on utilise, c'est celles qui ont été le plus mentionnées au cours de cet échange. Donc, on fait assez rarement finalement le SROI que Camille a mentionné au tout début du webinaire. Même si, en fait, quand on fait le panorama des méthodes d'évaluation d'impact social, il y a 3 grandes familles de méthodes qu'on présente. Il y a les méthodes qualitatives dont on a également parlé, donc la conduite d'entretien. On est sur de l'entretien semi-directif, c'est-à-dire qu'on a bien, comme on a construit avant notre théorie du changement et nos hypothèses d'impact, on a une trame d'entretien qu'on a préparée, on va chercher à aller confirmer nos hypothèses, mais on reste sur du semi-directif, donc on est sur des questions qui sont ouvertes et après on va pouvoir proposer des relances plus ciblées en fonction de ce qu'on veut chercher, mais on laisse la personne quand même avec une relative... c'est semi-directif, quoi, donc une liberté de répondre à ce qu'elle souhaite. Donc voilà pour le qualitatif. On peut aussi faire des observations. Donc ça, c'est intéressant quand on fait appel à un cabinet externe de lui demander aussi de faire des observations parce que ça permet quand même une meilleure compréhension de l'action. Et aussi, il y a des choses qui sont difficiles à verbaliser pour les personnes en entretien, notamment tout ce qui est dynamique de groupe, par exemple. C'est beaucoup plus facile à voir lors d'un temps collectif qu'ensuite demander à une personne de l'expliciter dans un entretien. Ensuite, il y a les méthodes quantitatives. Dans les méthodes quantitatives, il y a les indicateurs dont on a parlé plusieurs fois. Donc Camille, par exemple, pour Voisin Malin, elle a mentionné des résultats d'indicateurs, 57 ou 53% des personnes qui connaissent mieux les services existants, etc. C'est pas exactement le résultat, mais voilà. Et puis, il y a aussi, dans ces méthodes quantitatives, l'approche avec les logiques de comparaison. Donc là aussi, ça a été cité pour le cas de Voisin Malin. Et ensuite, il y a ce dernier volet, les méthodes monétaires, où on retrouve donc, soit le SROI, soit les méthodes de type analyse coût-bénéfice. Si je simplifie vraiment, pour 1 euro investi, combien d'euros épargnés à la collectivité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, nous, après, on va piocher en fait, dans ce panorama de méthodes en fonction, c'est vraiment en fonction des objectifs et des questions qu'on se pose. Il ne faut pas se dire telle méthode est la meilleure ou la plus rigoureuse. Simplement, j'ai tel objectif et j'ai aussi tel moyen et telle contrainte. Ça aussi, on en a parlé, la question des ressources, du temps qu'on peut y dédier. Et c'est ça qui va nous arriver en fonction de... c'est ça qui va nous aider à déterminer la meilleure méthode. Oui, j'entends tout à fait. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. Et merci aussi, Monica, pour la question. Vous l'avez compris, hein, on est arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère pour chacune et chacun que ça vous a aidé en fait à mieux comprendre les tenants et aboutissants, de voir aussi un peu toutes les ressources qu'on peut avoir autour. Comme on l'a dit, on va vous envoyer donc le compte rendu dans lequel on trouvera aussi la vidéo, hein, sans doute qu'on remettra ça sur une page bleu blanc zem, mais voilà, on vous renverra ça par mail. Et c'est pile à la fin du webinaire que j'ai des travaux absolument monumentaux qui sont en train de se dérouler à côté. J'espère que vous n'entendez pas trop ça. Un grand merci à toutes les intervenantes. Donc Louise, Jasmine, Camille, Jade, merci Karine aussi, et puis Louise pour la Croix-Rouge aussi, pour tout ce partage. Voilà, j'espère que les choses ont été assez claires. On aurait idéalement mesuré l'impact de notre webinaire sur la mesure d'impact. Force est de constater que ce sera pour un prochain webinaire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Vous aurez les coordonnées aussi des intervenantes dans le compte-rendu. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter peut-être un mot de la fin de votre côté. On est bon, on a fait le tour. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.